J'annonce alors le début de ce webinaire. Merci à tous d'être là. Merci aux participants. Merci au public. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de la mobilité des jeunes post-Covid. Thank you very much to be here, all of you from all the Mediterranean, from Zoom and from Nador in presential, everybody. So we are really happy to see each other. And today we will talk about mobility and youth mobility in the Mediterranean after the COVID situation, and to see a little bit what are the challenges, what are the positive and negative points, and to have your experience, your background, and also to see together if there are some solutions, some ideas for the future to improve this mobility. So we will start. Nous allons commencer avec l'intervention de Gustavo, qui fait partie du cercle ACM de Valencia et qui est responsable de communication dans le festival Mostra Viva del Mediterrani, qui est un festival culturel et qui va aujourd'hui nous parler de la mobilité des jeunes artistes pour leur rencontre au festival de Mostra Viva qui s'est fait en octobre et qui vient juste de se terminer. So we will talk first with Gustavo, who is from Valencia, and he's a young guy, and he is responsible of communication for the festival Mostra Viva del Mediterráneo, and he will talk about the mobility of young artists and from his perspective and his experience that the festival was launched in October and just finished today. So he will talk about that. C'est à toi, Gustavo. Le micro. El micro. Merci beaucoup pour ta présentation et c'est un plaisir pour moi de participer ici. Si vous me permettez, je vais parler en espagnol parce que c'est plus facile pour moi, d'accord? Bueno, soy Gustavo Pérez, tengo 26 años y bueno, como ha dicho Marín, soy el responsable de comunicación de Mostra Viva del Mediterráneo. Bueno, quería agradecer a la organización, a la Fundación ACM y a MedAction por dejarme participar en este foro y bueno, y por algo tan simple y tan complejo que es dar voz a la juventud y establecer espacios para que se nos escuche, ya que si por algo pasa la juventud es por la falta de confianza y la falta de credibilidad por parte de aquellas personas que se consideran más mayores, más expertas, más experimentadas y más capaces, ¿no? Bueno, me considero gran defensor del Mediterráneo, no obstante, cuando me comentaron la posibilidad de participar en este foro, me entraron muchas dudas, ¿no? Porque es un tema que lo he vivido siempre en tercera persona en mi lugar de trabajo. Yo no soy quien ha tenido dificultades para viajar a otros países y tampoco he sido yo quien ha tenido problemas por expresarme libremente en mi país, ¿no? Trabajo para Mostra Viva, como ha dicho Marín, es un encuentro cultural multidisciplinar e internacional cuyo objetivo es hacer de la ciudad de Valencia un punto de encuentro de las culturas del Mediterráneo. Este año, hemos acabado el domingo pasado, hemos centrado la temática en el lema Creando puentes de cultura por la paz en el Mediterráneo. Y hemos podido presentar también el Mediterranean Youth Council, una entidad que está relacionada con este foro en el que estamos participando hoy, ¿no? Nuestro objetivo principal consiste en mediar entre los distintos creadores, artistas y pensadores de los distintos pueblos del Mediterráneo y ofrecer encuentros para el conocimiento mutuo y la co-creación. Por ello, la movilidad es una de nuestras mayores preocupaciones. Sin movilidad en el Mediterráneo, este encuentro pierde su sentido totalmente. Siempre digo que Mostra Viva y sus trabajadores vamos a contracorriente. Ofrecemos una programación cultural distinta a las demás en las zonas cercanas a la ciudad, nos arriesgamos con nuevas propuestas artísticas, siempre vamos en busca del intercambio cultural real
y nuestro ámbito de actuación es el Mediterráneo, un espacio al que la ciudad de Valencia le da la espalda, tanto a nivel social como a nivel político y económico. Ir a contracorriente es nuestro viaje a Ítaca, ¿no? O sea, donde lo importante no es llegar, sino el proceso, tal y como decía Cavafis. Para mí, personalmente, me llena de vida trabajar para realizar encuentros culturales en la ciudad de Valencia, donde el Mediterráneo sea el protagonista. No obstante, reflexionando sobre lo que podía aportar a este foro, me encuentro bastante pesimista sobre la situación de la movilidad de los jóvenes en el Mediterráneo en la actualidad. Para mí hay 3 ámbitos subversivos que me provocan pesimismo, a mi modo de entender, a las que el modelo de sociedad en el que vivimos no permite que sean cuestiones relevantes como para ser tenidas en cuenta en las agendas mediáticas y políticas. Por un lado, Occidente no mira culturalmente al Mediterráneo, donde en las radiofórmulas, por ejemplo, suena música anglosajona antes que música bereber, donde se premia ir a la moda y donde la moda es la pérdida de referentes del pasado y el desprestigio de nuestro folclore, ¿no? La música valenciana tiene más en común con Emel que con Beyoncé. Sin embargo, la gente en Valencia, los jóvenes en Valencia, no saben quién es Emel, por poner un ejemplo de una artista mediterránea como es Emel. Luego, por otro lado, la juventud es obviada. O sea, solo nos tienen en cuenta para cumplir cuotas, ¿no? Cuotas de cuánta gente joven participa en encuentros, ¿no? Cuesta mucho establecer un diálogo intergeneracional, porque las personas más mayores no cesan de escudarse en su experiencia para ubicarse en un eslabón superior, pero por otro lado, los jóvenes también pecamos de arrogancia y de cierta impulsividad, ¿no? Entonces, bueno, en Mostra Viva, por ejemplo, cuesta mucho atraer a este público joven y mi hipótesis es esta, ya que las jóvenes no se sienten interpeladas por las actividades que planteamos, simplemente se busca su cuota. Es algo que llevo reivindicando desde mi primer día de trabajo en Mostra Viva, dar a la juventud el lugar que se merece. Por último, a nivel político, considero que nos encontramos en una situación que roza la catástrofe. O sea, los gobiernos del sur del Mediterráneo tienen muchas deficiencias democráticas, están rompiendo alianzas que acaban por detonar en las relaciones diplomáticas y se cierran en sí mismos. Pero por otro lado, el norte y el oeste del Mediterráneo miran hacia Europa y hacia Estados Unidos. O sea, que son los territorios que ejercen el poder y aquellos que pretenden mantener sus privilegios a toda costa, ¿no? Y parece ser que mantener estos privilegios es a costa del Mediterráneo, a costa de que si la prosperidad se da para el sur y para el este del Mediterráneo, supone el detrimento del supuesto estado del bienestar del primer mundo. Y esto no les interesa. Por tanto, una de las consecuencias de estos 3 aspectos que acabo de mencionar, ¿no? La falta de mirada sociocultural hacia el Mediterráneo, la invisibilidad de la juventud y los conflictos políticos en el Mediterráneo, es que se hace imposible la movilidad joven en el Mediterráneo, casi imposible. Es muy complejo traer gente joven del Magreb, de Oriente Próximo o de los Balcanes a España. Por ejemplo, para poder conseguir que venga un narrador oral de Argelia a España, necesitamos avisar nosotros como organización de a qué día y a qué hora tiene cita en el consulado o en la embajada, ya que estas no facilitan la información. Esto sin comentar la antelación con la que tenemos que iniciar dichos trámites, ¿no? Para tramitar el visado. Además, existe la dificultad de trasladarse a la ciudad donde se ubica la embajada. Y esta es solamente una de las anécdotas, de las muchas anécdotas que podemos ejemplificar para determinar la realidad, que son las dificultades que hay para traer a una persona del sur del Mediterráneo a Valencia. Estos ámbitos de trabajo que son comunes en nuestro día a día hacen que este viaje a Ítaca sea casi una penitencia. Son muchos los escenarios a los que tenemos que hacer frente y muchas veces al final lo único que conseguimos es darnos cabezazos contra un muro.
A fin de cuentas, los poderes fácticos imposibilitan la labor de Mostra Viva del Mediterráneo y por tanto no favorecen la movilidad artística en el Mediterráneo. No solo es difícil traer gente joven del sur y del este del Mediterráneo después de la COVID-19, sino es que nadie nunca nos ha facilitado efectuar la movilidad artística entre los jóvenes del Mediterráneo. Pero luego la excusa de todo esto es la COVID-19. Entonces, bueno, aun a pesar de todo esto, yo no dejo de estar feliz de compartir este espacio con vosotras, a quienes considero mis colegas, porque vuestro acto es muy militante, quizás mucho más que el mío, que lucháis día a día por mejorar la situación de vuestros países, lucháis día a día para que seáis escuchadas y comprendidas y lucháis día a día para tejer redes en el Mediterráneo. Todo ello sin olvidar de dónde venís, ¿no? De cuáles son vuestros orígenes. En Valencia, voy a hablar ahora un poco de cómo veo Valencia ahora mismo. Yo no paro de ver a jóvenes perdidos, jóvenes que han perdido la esperanza en mejorar el mundo, jóvenes que no ven la posibilidad de tener un trabajo estable, que se están chocando contra un muro constantemente y no saben ponerle remedio. Es una situación muy triste, la verdad. Y menos mal que tenemos a una juventud muy activa en el Magreb, que dais la cara por vuestros pueblos y al mismo tiempo también por los nuestros, ¿no? Mi generación y mis paisanas vivirán cegadas si no son conscientes de la realidad que vivimos en el Mediterráneo y si no reconocen quiénes son sus vecinas. Yo me quejo mucho y espero no entristeceros con mi aportación, pero bueno, yo para remediarlo un poco, yo propongo algunas acciones que podemos implementar para revertir la situación, ¿no? Como establecer un medio de comunicación online entre nosotras, pero siempre con el objetivo de favorecer el encuentro presencial, que es muy importante. Que es aquello que se pretende evitar hoy en día. Bueno, estos son otros derroteros, ¿no? Pero las ayudas europeas para la recuperación, como las Next Generation, apuestan por la digitalización, pero luego los jóvenes no participan tampoco en la digitalización, están ultra saturados de información. Y luego, por otro lado, también focalizar nuestros esfuerzos en convencer al resto de jóvenes a unirse a nuestras reivindicaciones. Nosotras solas no podemos cambiar la situación y tendremos que aliarnos con más personas. El resto de las jóvenes cegadas y desesperanzadas tienen que ser conscientes de que la realidad en la que vivimos y nosotras, las que estamos aquí ahora mismo compartiendo charla, tenemos una labor muy importante. Debemos interpelarles, tenemos que contar con ellas y tenemos que ponernos en valor. Nada, acabo ya. Aprovechemos cada espacio de visibilidad para lograr nuestros objetivos comunes. Aprovechemos los medios de comunicación, ocupemos los espacios que nos dan para juntarnos, para hablar, para compartir, para reconocernos, para hacer de nuestra vecindad un espacio habitable y sobre todo tener acceso a las instituciones, interpelar a las instituciones. Porque es posible que si dejamos de trabajar por hacer del Mediterráneo un lugar de encuentro, las siguientes en caer seremos nosotras, que siendo adultas nos tocará seguir conviviendo con el neofascismo, con la guerra mediática, el nihilismo, la posverdad y tendremos que luchar desde la subversividad, ¿no? O sea, por debajo, de nuevo, para defender los valores de la democracia. Pero bueno, aún así yo os animo y me animo también a mí mismo a seguir adelante. Y para concluir, como decía el poeta Antonio Machado, caminantes no hay camino, se hace camino al andar. Y la juventud del Mediterráneo tiene irremediablemente que caminar de la mano. Así que nada, esta es mi aportación. Merci Gustavo. Merci. J'espère que vous avez vu que dans le chat, vous avez la traduction en français de la majorité de ce qu'a dit Gustavo, qui a dit des choses très intéressantes sur cette obligation et cette importance de lier des ponts de la paix, c'est ce qu'ils appellent dans le festival, mais des ponts et des liens entre les personnes et justement entre les jeunes artistes ici, et le compliqué que c'est
et de devoir à chaque fois lutter et de prendre tous ces efforts pour avoir des visas, pour avoir des voyages, pour avoir des subventions, pour pouvoir amener les gens, pour pouvoir qu'ils puissent, eux, s'exprimer dans leur art. Et je pense que c'est quelque chose d'important à souligner. Il a noté son côté un peu pessimiste de la situation et de dire qu'on est dans une période assez critique et que le Covid n'a pas forcément aidé et qu'en plus, avec cette saturation de communication, parfois, c'est un peu compliqué justement de pouvoir créer un lien, un vrai lien, et que le virtuel est là et qu'on doit s'en servir. C'est un espace de communication entre nous et d'échange qui doit continuer, mais qu'on doit bien sûr aussi arriver vers plus de choses en présentiel et d'être ensemble. Et comme il l'a dit à la fin dans sa phrase, c'est que le chemin, il n'est pas tracé, c'est à nous de construire le chemin. Et le plus important, c'est qu'on le fasse tous ensemble et pas seulement chacun dans sa ville et chacun dans son pays, mais vraiment comme une communauté de jeunes de la Méditerranée, ensemble, car au final, nous avons aussi les mêmes défis. Merci, Gustavo. Merci à toi, merci à Lisa pour la traduction. Merci. Lisa est connectée avec nous aussi. Elle travaille avec nous à la Fondation et c'est elle qui s'occupera dans le chat de faire la traduction, surtout en français. Je pense que toutes les personnes qui parlent anglais, et Francesca, Alex, comprennent un petit peu le français. S'il y a besoin de traduction un peu plus en anglais, n'hésitez pas à nous le dire et on la fera aussi dans le chat. Et merci. Et Oussama, on va passer la parole à toi. Donc, tu vois, tu es un jeune de Tunis. He is a youth from Tunisia and he is a student. Et il est étudiant et il travaille en université. Il étudie à l'université et il va un peu nous expliquer sa situation personnelle assez on va dire baroque, et un petit peu la situation des jeunes de son pays. You can speak in English or in French, Oussama. You are free to do as you want. We are here to translate for you. I think English will be the one for the intervention. I would like to start by saying the main idea of what I'm about to say, and it's mainly the inequality and inequity for mobility between North and South. I am an alumni of AIESEC, an international organization, the biggest one for students actually, and we offer internships. So I stayed there 5 years until I was president, and I've witnessed all the problems that can happen to exchange. And I think at this point I can compare mobility between North and South of the Mediterranean to the BLM movement. So I don't know if you have followed the news, but at that time people started saying all lives matter. I think yes, all lives matter for sure, but you cannot say all lives matter when Black lives are not mattering. So we cannot talk about importance of mobility if only one side of the world is able and have access to that. There is a huge gap between. We always see this last year in the Forum du Monde Méditerranée. A lot of the speakers, they were talking about how we should help each other, etc. But at the same time, I was sitting in Tunisia because the TLS, the office responsible for visas, lost my passport and I was the first one to apply. So, and they only used just a letter to tell me, oh, we got your passport after the conference was over. So that's why you will not be there. There is a lot of gap between us and them. And this divide kind of break, and as Gustavo said, it doesn't allow us to create a really fruitful exchange between the North and the South. We learned something from COVID, which was opening this digital channels between us. But at the same time, these digital channels, as he also said, it does not allow us to actually create concrete actions. We can try and discuss these actions and we can try and create something together. But I think there is a beauty and there is a lot of strategy to face-to-face meetings. And when people actually meet with each other in a face-to-face environment, there is a lot of creativity that can get out of there. Another point of this inequality is the access to mobility and opportunities. As I said, it's true that I was in AIESEC, and I think AIESEC is probably an exception because Egypt is the first globally in terms of exchange
We have Tunisia, who is the second globally in sending professional interns outside. But in the years I have been there, a lot of people, especially volunteering, they decide to go to countries where you don't have to apply for visa, such as Turkey or Egypt, because you pay later. You do not pay for your visa in advance, such as going to Europe. So people are actually, they want to travel, but they choose other destinations that might be more expensive, but or even not interesting projects to them. But just because of the visa process, they decide simply to change the destination. Another thing that I have noticed while volunteering once a time in Cyprus, the northern side, because I couldn't get visa for the southern side, it was the fact that almost all the Europeans, whether they were from the Mediterranean or not, supposedly rich, they all got funding for their internships. And all of them come actually from really well settled families, and they have quite enough money to be able to travel. The rest of us, I remember we were a group of Tunisians, Algerians in this project. We were a lot, and I was before that in Morocco. It was the same situation, that the Europeans and the Americans were the ones to get funding from international organizations to be able to participate in these events. So they did not have to spend a penny, while us, the poor people, had to actually either work before the opportunity. And this has a benefit for us because we really actually, when we go, we have that, like we spent money to be here. So we want to have a great experience. Maybe that also gives us like an advantage while we are volunteering or working in an international environment. But at the same time, we could have been better and we could have contributed more to certain projects just if that side of things were available. And it's funny because you have rich countries that are providing these things to their people, and these international organizations who are supposedly active in all countries, but they decide to give fundings such as Erasmus, for example, which was the most one paying for internships for Europeans. And we have Erasmus Plus in Africa, but almost they never accept to fund your trip with AIESEC, or it's very difficult to get it. I think if we are comparing the North's mobility and the South's mobility, a lot of Europeans perceive us as escaping our own countries to go to Europe, even if it's for a temporary period. But it doesn't have to be that way. We shouldn't be perceived like that, because the way we perceive Europeans is that it is a privilege for them. I know that it's not a privilege for Europeans, for all Europeans to travel. Not everyone living in Europe is necessarily rich or necessarily can provide to go for other opportunities. But if we continue to bias ourselves in the exchange and in the mobility procedures, that's how we always going to see each other. And that could create problems, because when you have, for example, at the Mediterranean Youth Council, when you see our physical meetings and you see more people from the north meeting than us in the south, and for us, we have to struggle to get our paperwork, etc. It just makes you think, why do we have to go through this, although all of us are going for something? The visa process in the South is very inhumane, I guess, which is weird coming from European countries. Teaching us about human rights. I think the first time I heard about human rights was meeting international friends who were telling me and teaching me about how human rights should be. If you go to apply for visa from the South, just try one day to act as a Tunisian and go to TLS or to any embassy. You have to close your phone. You have to not talk. It's literally like a military station where there should be silence and you cannot discuss anything. I went to TLS because I'm having an opportunity in Germany, and the woman just told me to quit, just leave, because they couldn't reach the embassy to fix my situation. And they know that it's very difficult for me, more difficult for them, but they were not ready to hear anything. And you cannot even talk. For them, it's just, well, there's a lot of security. So if you're going to keep talking, we're going to call them. And a lot of things that make you feel like you're going, like literally like what I said, an escape, like you're escaping. So you should be treated like that. And it's a service office. Why you cannot use your phone? I think because they don't want people to film what is actually happening inside these centers. When I went to Spain, I think the only European country that I have been to, Marine helped me a lot, of course. It was
fairly easy. But I remember one thing which proves why Europe is always putting bias on people who are trying to participate in international events from south of the Mediterranean. I gave all my paperwork. At the time I was in Cyprus, so I had some money on my international card. It was quite fair, a bit amount of money that I provided, even though it was not asked. After a few days, I get an email from the embassy and a call telling me to send them my father's salary and his national security number. And I was weirded out because every paperwork that I offered to the embassy proved that the MCA Foundation is taking in charge of everything and they are already got me the flights, etc. But still, it is as if you have to be rich or you have to be of a certain family, or your parents are working class, or they have fixed salaries or something to be able to travel. As if you're just a normal person from the countryside of Tunisia who decided to be an activist and called to participate, to learn, or to contribute to an international action, you are not allowed to. And I think at that time there was a Moroccan guy who couldn't get it just simply because of his economical situation or family situation. A lot of other experiences that I have heard going through the Mediterranean actually are very sad, and we think about it as also economic wise. Europe is making a lot of money. Only France got 690,000 visa applications from the Mediterranean and the rest of Africa. This is just Schengen visas. So if you calculate 80 euros for the embassy, for the consulate, and then 80 euros for the TLS, just how much money are they actually making? And if I want to go to Egypt, a fairly poor third world country, I do not have to pay for my visa in advance. And if I don't get it, I don't pay it, just get my passport back. But if I'm going to France, Spain, or any other European country, I'll have to pay the 80 euros. I'll have to pay the other 80 euros service fee just to get my application submitted. It's not even certain that you would get the visa. Another point is that Europe is always talking about how everything should be organized and that they are perfect in what they are doing. But if you see the visa procedure, it's really weird. Germany, for instance, you have to wait 1 year if you get a contract. So if I sign a contract tomorrow in Germany, I have to wait 1 year to get an appointment and then wait for the visa to be processed. So I don't know which company you can think of that would actually recruit you 1 year prior and then sign another contract 1 year later, or wait for you 1 year later. I am an IT student, so I study business intelligence. The field is growing monthly. Like this month I work on an application. The next month it's upgraded to another one, totally different. So the next year I will not find anything that's suitable for my studies. And they think it's actually fair and square and it's normal. Another one is that if Tunisians are trying to go to Europe, even that I know that France is now opening a lot of positions for IT students, but they are paying way much less than other people. Just simply, you have 3 years of experience, which you should get for an IT engineer. You would get minimum of a 4,000 euro salary. You would get 2,000 just because they do not accept if you apply directly to the company. You have to come with another subletting company that would hire you for them, because they know that that company would pay you less. It would mean less money for them. So it's like we're not humans. We are a bargaining chip that we are trying, even if they're trying to get us there, because there's no more people to work in certain European company and they need the human resources, we are still bought with a lot of cheap money. There is a lot of solutions that can be done. I think that we don't have to go to Europe to have meetings for the Mediterranean. We can go to Lebanon, we can go to Egypt, we can come to Tunisia, Algeria, Morocco. Any country is actually fairly easy. You have the privilege of coming to our countries without any visa, and we can actually meet fairly easy in the south. That could be a solution, but it's not the only solution, because it would just increase the amount of distanciation between the north and the south and the discrimination between the both sides. It could be one, but it's not the optimal one. I think that's it.
And I hope one day we can see a visa process. I think it's not wrong to control access to your territory, but a visa process that is actually decent and logic, that would really control your territory and not just bring rich Arabs and petrol money to Europe, while the smart ones are hanging back there or going through the boats of death, going clandestine traveling. Merci Oussama, merci pour cette présentation avec ton énergie et tes émotions, parce que c'est important que quand on parle de ces expériences et de la lutte pour avoir ces visas, pour pouvoir être mobile, que ce soit à la fois, tu l'as dit, ou pour les universités, mais aussi pour le travail, que c'est important de dire qu'il y a vraiment des différences nord-sud extrêmement injustes et qui font que les jeunes sont frustrés d'être dans des processus qui sont aussi longs. Et que tu as raison, on parle de droits humains, mais en fait, ils sont où les droits humains quand on est dans un bureau pour demander un visa et qu'on n'est vraiment pas traité correctement et qu'on n'a absolument pas notre mot à dire. Vraiment, merci pour cette présentation. Tu as raison, peut-être qu'une des solutions, c'est que les gens du Nord viennent plus dans le Sud, puisque effectivement, pour les étudiants du Nord, c'est plus facile de voyager et que nous n'avons pas de visa. Mais comme tu le dis, ce n'est pas une solution optimale, puisqu'on resterait quand même sur un problème de différence, puisque ça voudrait seulement dire que vous n'êtes pas en capacité, les personnes du Sud, de bouger. Donc, du coup, ce serait aux gens du Nord de le faire. Voilà, ce n'est pas optimal. On reste sur quelque chose de pas encore très positif là-dessus. Mais voilà, on sait que les politiques sont comme ça et c'est important de donner cette expérience et que tu continues à avoir le futur que tu souhaites avoir, surtout dans ce que tu es en train d'étudier et ce que tu souhaites travailler, et que tu puisses le faire de où tu veux. Et effectivement, on se retrouve dans des situations que les personnes, au final, les plus intelligentes sont peut-être les personnes qui peuvent le moins voyager et se retrouvent sur des bateaux de fortune pour traverser la Méditerranée. Merci Oussama. On va passer maintenant à parler de la mobilité des jeunes et du rêve des jeunes, de leurs besoins et de leurs initiatives au Maroc et plus précisément à Nador, avec l'association Asti Sud, qui sont avec nous très présents aujourd'hui, puisqu'il y a une vingtaine de jeunes dans la salle du local de Nador aujourd'hui. On est ravis que vous soyez tous avec nous. J'espère que vous suivez bien ce webinaire avec nous ici. Donc, Asti Sud, c'est une association de citoyens qui ont pour objectif de soulever des défis au niveau du développement en général, et tout ça à partir d'une approche participative et inclusive, surtout au niveau des jeunes. Donc, on a la chance avec nous d'avoir Abdeslam Amakhtari, qui est le président de Asti Sud et qui va pouvoir nous parler un petit peu de ce qu'ils font au niveau de l'association pour les jeunes et pour la mobilité. Bonjour Abdeslam. Le micro. Voilà. Bonjour et merci de nous avoir offert cette opportunité pour échanger avec l'ensemble des participants et participantes. Franchement, j'aurais bien aimé que Asti Sud soit présenté par la jeune Marjane, parce qu'elle est mieux placée pour présenter la jeunesse au sein d'Asti Sud qui fait la majorité. Mais en tant que vieux, je vais essayer de contribuer avec vous les jeunes en traitant la question de la participation des jeunes en particulier. Je ne vais pas traiter la question de mobilité parce que tout ce qui a été dit, c'est très important. Des thématiques ont été soulevées, vraiment, les questions de restrictions qui sont accompagnées par des procédures lourdes et par des procédures que je dirais discriminatoires et injustes qui bafouent les droits de mobilité au sein des jeunes en particulier, parce que c'est les procédures d'octroi de visa et d'autres
concerne toute la population au niveau du Maroc, je dirais au niveau du Maghreb, mais on trouve qu'ils ont un impact néfaste au sein d'une population qui est, qui est formée par jeunes. Et d'ailleurs, au Maroc, selon les statistiques qu'on a, et la tranche d'âge, par exemple, des jeunes entre 15 et 34 ans ont constitué les 34%, et 40% des jeunes est le taux de la présence des jeunes au sein de la population marocaine. C'est-à-dire s'il y a une affectation en termes de restriction de mobilité, on va trouver que vraiment ça va toucher les jeunes en plus parce que les pièces à réunir et les conditions à réunir pour l'octroi du visa sont très complexes par rapport aux jeunes que par rapport à des vieux comme mon cas. Donc, voilà, j'aimerais bien faire un focus sur la question des initiatives de l'association Astiquid pour vous faire, pour échanger et vous présenter des pratiques innovantes qu'on a essayé de mettre en place au temps de Covid-19. Et comme vous le savez, moi je dirais que Covid-19 n'était pas uniquement, n'était pas une partie négative dans notre vie, mais était aussi une occasion, une opportunité pour l'innovance, une opportunité pour la co-création, et c'était un moment aussi pour donner la parole aux jeunes de contribuer, de participer, d'innover et de chercher des solutions pour, et je rebondirai sur le mot, sur la phrase qui a été dite par le premier intervenant qui disait « on a besoin d'être ensemble ». Ce qu'on a fait, nous, c'est essayer d'être ensemble, même virtuel quelquefois, mais essayer de chercher le canal et les opportunités pour être ensemble. D'où la réflexion de Astiquid est partie vers le fait de mettre en place des activités, des actions, des initiatives qui encouragent la participation des jeunes, non seulement au niveau sur le niveau de participation à la décision locale, mais aussi lancer des réflexions sur la question de la mobilité, parce que la thématique de la migration fut toujours présente dans les programmes, dans les plans d'action d'Astiquid. Vous allez constater que parmi les réponses que Astiquid a produit dans le cadre de son action et dans le cadre de sa stratégie pour combler les lacunes et pour combler les complexités qui ont découlé de la période et de la pandémie de Covid-19, c'est essayer de trouver des canaux de communication et comment faire, en quelque sorte, présenter des réponses et des alternatives qui vraiment puissent faire émerger la présence des jeunes au niveau de l'action sociétale. C'est pour ça que vous allez trouver que vraiment Astiquid a ouvert à travers le projet, par exemple, à travers Jeunes Initiateurs, a ouvert le débat et la réflexion sur la question de la mobilité. La question de la mobilité, elle était présente parce que parmi les thématiques fondamentales qui faisaient l'objet des activités et même des objectifs atteints dans le cadre du projet, par exemple, Jeunes Initiateurs, et déclencher et faire émerger un débat sur les droits socio-économiques et sur les droits politiques et sur le droit de participation. Ce que signifie autrement, c'est l'effectivité de l'accessibilité aux droits, parce que ce qu'on a constaté, c'est Covid, il a limité, il a inhibé la mobilité. Le droit au rassemblement, le droit à l'expression, il a été soumis à des restrictions, soit législatives à travers le couvre-feu, soit à d'autres. Ce qui a engendré, par exemple, un climat et un contexte un peu particulier auquel on doit faire face au-delà de la mobilité hors du pays. Mais avec une vision particulière, c'est avec une vision qui essaye de s'ouvrir sur le bassin méditerranéen, d'où vous allez constater que les échanges virtuels qui auront eu lieu dans le cadre de nos actions et de nos initiatives ciblées
non seulement la population marocaine, la jeunesse marocaine, mais aussi il ciblait toute la jeunesse de la Méditerranée. Et il n'y avait pas des échanges qui permettaient le vivre, d'être ensemble, comme vous l'avez dit, mais on était beaucoup de fois ensemble. Voilà ce que je dirais moi dans ce sens-là, parce que je veux rebondir sur sur l'expérience qui a été exprimée par le jeune de la Tunisie, M. Oussama, que vraiment était dans une partie un peu pessimiste, mais j'aimerais bien qu'on relance l'espoir. Qu'on relance l'espoir, c'est parce que après ça, quelle alternative? Après ça, quelle réponse? Après ça, on va donner la parole aux jeunes pour faire, en quelque sorte, pour faire des propositions de renforcer la mobilité dans le cadre dans le bassin méditerranéen. Et d'ailleurs, par exemple, une initiative qui vient d'être lancée avant-hier, toute une coalition d'ONG des droits de l'homme qui ont réclamé la question de droit à la mobilité et qui interpellait les restrictions et les conditions mises en place pour l'octroi de visa par divers pays de l'Union européenne. Donc la question n'est pas question de pays, une question de politique étrangère des pays, mais elle est convertie à un droit. Et quand on fait convertir un problème à ses racines et en tant que droit, là la question il est différente, c'est-à-dire on a le droit de réclamer un droit parce que la mobilité, comme on l'a dit, à partir de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, chacun de nous a le droit de choisir le lieu où il veut s'installer. Et cette mobilité-là n'a été jamais conditionnée par des législations locales, mais il a été objet de la liberté de déplacement et la liberté de mobilité qu'on réclame souvent. En lien avec cette thématique, je vais vous parler brièvement de deux initiatives qui ont été mises en place par l'association Astiquid, partant de sa mission, comme vous l'avez bien expliqué, vous l'avez bien exposé lors de la présentation de l'ONG. C'est une association qui travaille sur la question des sensibilisations des jeunes à leurs droits. Ceci dit que la question du droit est le point de départ de toute initiative et de toute action implémentée sur le terrain, et comment faire l'usage de ce droit et comment accéder au droit. Aussi soutenir les jeunes dans le processus de prise de décision, parce que c'est très important d'avoir cette catégorie qui compose la société marocaine et qui est, soi-disant, une majorité, donc qu'il ait le droit à la prise à la décision. Et quand on parle de la prise de décision, on parle de l'exercice d'un droit. Et l'exercice d'un droit permet aussi d'interpeller toutes les restrictions et d'interpeller toutes les mesures qui ne permettent pas, par exemple, d'aboutir à une mobilité juste. Parce que la proposition que j'ai écoutée avant, c'est on va si on ne peut pas aller, par exemple, à l'autre rive de Méditerranée, on peut penser à une alternative, c'est recevoir. C'est bien, c'est une façon de faire, c'est très bien, j'ai bien aimé, mais c'est un peu injuste. On se sent un peu discriminé, on se sent une sorte de discrimination. C'est dans le cadre de l'approche droit de l'homme, je crois qu'on cherche la justice plus que des alternatives ou plus que des propositions qui peuvent être des remèdes momentanés. Donc, à Astiquid, là je cite par exemple le projet Smaili, on dérija marocaine, et voilà la diversité comme il est enrichissante des cultures, la diversité culturelle. Smaili, c'est en français, c'est écoute-moi, et en espagnol, escúchame. Et alors, c'est un projet
qui a essayé, à travers ce projet, on a essayé de contribuer à la création d'un contexte favorable pour dynamiser et promouvoir une réelle participation citoyenne des jeunes dans la région de l'Oriental. Non seulement les jeunes de l'Oriental, mais c'est quelque chose qui a été étendu vers tout le monde à travers les réseaux sociaux, à travers ce que nous a apporté de bien le fait de faire appel au virtuel. Parce qu'avant, peut-être, on organisait des réunions, on organisait des dynamiques, on organisait des activités qui sont limitées dans l'espace pour des jeunes qui se trouvent dans un espace bien déterminé. Mais parmi les choses qu'a favorisé le contexte de Covid, c'est-à-dire s'ouvrir plus à travers le virtuel sur d'autres cultures et sur d'autres espaces, d'où par exemple le bassin méditerranéen fut un espace ciblé par nos actions. D'où il y avait tout un ensemble de campagnes de sensibilisation, des caravanes qui ont été diffusées en hybride, qui ont été réalisées en hybride. Il y avait des formations sur le leadership des jeunes pour encourager la participation et pour prendre la relève et donner la parole aux jeunes. Aussi, il y avait l'organisation de différents workshops sur les thématiques de la participation citoyenne et aussi sur la thématique de la mobilisation. Comme vous le savez, la ville de Nador et la région de l'Oriental, c'est un terrain propice pour la présence migratoire parce que c'est une porte d'entrée c'est une porte d'entrée et aussi c'est une porte de sortie vers l'Eldorado. Donc, c'est un contexte un peu complexe. Comment travailler avec la société locale pour considérer la migration comme un facteur de richesse, un facteur d'interculturalité, un facteur qui aide à vivre ensemble et fonder une ville inclusive, et la migration qui est vue comme, par exemple, une charge économique sur les sociétés. C'est vraiment un dilemme, c'est vraiment une situation un peu complexe que Astiquid a essayé à travers ses initiatives de la traiter d'une manière qu'il favorise la partie soit disons opportunité qu'offre la migration que la partie noire qui est conçue par les gens. Si en absence de la sensibilisation, on ne pourra jamais faire des transformations sociétales et aussi comportementales, parce qu'on a constaté qu'il y a un bon accueil pour les populations en provenance du Moyen-Orient, vu la culture, la religion et beaucoup de choses qui ont en commun, mais il y avait un refus aux autres populations qui venaient de l'Afrique du Sud. Donc, il fallait travailler pour qu'il y ait ce vivre ensemble. Et c'est très difficile, vraiment. Mais c'est grâce aux jeunes, à la contribution des jeunes qui ont pu prendre le défi pour la fondation et la construction d'une société qui accepte à l'autre. Et vraiment, c'est un défi, et vraiment, c'est un grand challenge sur lequel on essaye de travailler. Et bien sûr, cet espace que nous offre la fac est vraiment une opportunité pour nous jeunes. Et je dirais en guise de conclusion qu'il faut que nos jeunes saisissent ces occasions, ces opportunités pour élargir les liens de coopération, les liens d'échange et tout ce qui peut favoriser la construction de sociétés d'interculturalité, de sociétés où les jeunes réclament, où les jeunes puissent prendre la décision pour arriver à atteindre des changements sociétals sur tous les niveaux, le niveau législatif, le niveau de gouvernance territoriale et même le niveau comportemental. Je m'arrête ici pour donner la parole aux autres et même aussi pour ouvrir un débat que j'aimerais bien voir la participation des jeunes filles et garçons dans ce moment très important pour moi et merci à vous.
Thank you very much, Abdeslam. Thank you. He really put an eye on the participation of young people and how Asticude implement initiatives to encourage the participation of the youth. They have different projects like youth initiator, jeune initiateur, and Listen to Me, Ismaili, which wants to improve the voice of the young and for them to understand what are their rights. Because there are a lot of young people in Morocco, there are like quite 40% of the population is young, and they need to know more about their rights and what they can do about mobility, about voices, and how to speak up and how to speak loud to make their voice understood and important for the rest of the population in their country and in the Mediterranean. Merci Abdeslam. J'aimerais laisser la parole à Fatma. Je ne sais pas si elle est là pour nous donner un petit peu une idée des jeunes en Algérie et par rapport à l'association dans laquelle elle travaille et nous raconter un peu les différents profils de jeunes qu'il y a et leurs défis, comme l'a dit Abdeslam, le challenge qu'ils ont et ce challenge autour de la mobilité comme le veut ce webinaire aujourd'hui. Fatma, je ne sais pas si tu m'entends. Je ne te vois pas. Excusez-moi, vous m'entendez? Oui. Je suis Ri, mais en fait, Fatma, elle a un problème parce que visiblement, l'organisateur du salon ne lui a pas donné accès ni au micro ni à la caméra. C'est bizarre parce que c'est moi qui ai accès directement, donc je peux lui donner, mais en fait, j'essaye de lui donner accès et ça ne fonctionne pas. Elle a une notification qui lui indique que l'hôte n'autorise pas les participants à réactiver eux-mêmes leur micro. Donc, du coup, elle ne peut même pas activer le micro. Donc, je ne sais pas, parce que j'essaye de lui mettre de solliciter. Je lui ai sollicité sa vidéo et je lui ai sollicité la voix. Et on dirait qu'il y a un problème sur son ordinateur qui fait qu'elle ne doit pas pouvoir recevoir cette sollicitation. Peut-être quand elle a ouvert Zoom, elle n'a pas autorisé d'utiliser le son et la vidéo du périphérique. C'est possible. En tout cas, elle vous entend. Elle nous entend? Elle vous entend effectivement, sauf que visiblement, nous, on ne peut pas l'entendre ni la voir. Peut-être c'est mieux de se déconnecter et se reconnecter et autoriser. Ouais, si elle peut faire ça, ce serait bien. Et sinon, Rim, tu es là et tu es jeune. Est-ce que tu veux parler J'avais pas prévu, donc du coup, je peux pas intervenir comme ça. J'essaye de la voir. Essaye de la voir. On va passer au programme, à l'autre personne, ensuite à l'autre participant, et quand elle pourra se connecter, si elle peut, on lui laissera la parole ensuite. Ouais, dis-lui de se déconnecter, de se reconnecter. Moi, je suis là, j'attends. Et du coup, on va laisser la parole à Alex du Liban. So we'll give the voice to Alex from Lebanon. Pour nous parler de la situation des jeunes au Liban et sur une question aussi, et qui a d'ailleurs été un peu traitée par Asticude avant, qui est qu'on parle de migration et du fait de partir à l'étranger, mais pourquoi aussi ne pas rester et faire entendre sa voix dans son pays et exprimer ses droits sur la mobilité et ses droits de jeunes en tant que citoyen, pour parler de la mobilité, mais peut-être aussi en restant dans son pays. Je te laisse la parole. Oui, merci. Alex. Merci beaucoup. Donc, je vais faire l'intervention en anglais, mais je comprends le français et je pourrais ensuite intervenir en français si nécessaire. Merci. Ça va être un peu pessimiste au début, mais bon. So, je vais commencer with the title. So, Young People in Lebanon are not okay.
So as Lebanon crisis continues to worsen, youth are struggling to find hope, support, and opportunities amid growing despair. UNICEF representative in Lebanon described the situation of youth in a very comprehensive way. The crisis is depriving adolescents and youth of the stability that is so important at their age. It is robbing them of their education, their dreams, their future. They urgently need support that addresses not only education and livelihood challenges, but also their emotional and mental well-being. But the current crisis is not the only challenge young people have to face and overcome. The Lebanese national framework is not built in ways to include youth actively in policy making. So Mona Harb said in her study that public policy understanding of Lebanese youth is dominated by a generic and normative idea of youth exclusion, one focused on issues of unemployment, immigration, balance, female-male balance, etc. So tackling more each level of the problems, let's say. So rising concerns around young people in Lebanon that are stopping their education, where some are reducing their spending on education to buy essential items like basic food and medicine. With lack of funding, quality of education is becoming a concern. At the employment level, employment rates among the youth is increasing. The labor market is not able to absorb new graduates. There's a discrepancy between what people are studying at schools, university, and what the market needs. So those who can afford are leaving the country for opportunities abroad, and some are fleeing the country illegally by boats. And if you followed the news, we had many families from the north of Lebanon and Tripoli living in boats and not even reaching destination. At the health and mental health level, so the health situation in Lebanon is alarming. Where health staff is leaving the country, leaving the sector to unexperienced people. Health services are mainly provided by international and local NGOs, so the public sector is quasi-absent. Today we have a cholera breakout in several areas in the country where most of the targeted people are vulnerable Lebanese and Syrian in remote and rural villages. And we can see with the different numbers and studies that from UNICEF, that one of two families out of two families are reducing expenses on health. People are receiving primary health care when they need it. What also concerns us is mental health. In a society where mental health is still a taboo and underdeveloped, we are witnessing an increased need in psychosocial support. So a UNICEF report indicates that almost 3 in 10 youth believe life would worsen over the next year. And even today, I was attending a workshop involving different stakeholders involved in the humanitarian action, so NGOs and NGOs, and participants clearly stated that the situation in 2023 will get worse. At the food security level, the survival and minimum expenditure basket for one person is almost 60% of the minimum salary. Just imagine the stress on young people in Lebanon to try to buy their minimum basic items, food items. Now, support for political mobilization does not necessarily translate into political action. Young people who support political action are also the ones who are the most willing to migrate. Although social media, the news, etc., might reveal an increase in youth involvement and even numbers might show an increase in election participation, however, this does not translate into political enrollment towards change and reform. This is well explained when we see that young people are either looking for jobs in NGOs, which results in depoliticization of youth, namely by shifting political energies away from sectarian politics and towards pragmatic problem solving. And even when talking about employment in the private sector, even for the private sector, the career choice of youth is to becoming a successful entrepreneur,
which eliminates the leverage syndicates and professional gatherings have vis-a-vis market monopolies and political decision makers. However, if I go back to some numbers that I was able to find with different studies, and what I think gives us much hope is that at the same time, 4 out of 10 people in Lebanon, young people in Lebanon, expect life to improve, which might reflect the ability of youth in Lebanon to bounce back from their problem. So young talents are being able to shine thanks to the support of the timid private sector and non-governmental organizations. So although the socioeconomic enabling environment is absolutely not convenient for youth, you can read over the news, power cuts, water pollution, very bad infrastructure. Some are choosing to do career shifts, mainly in sectors that they believe are productive and promising, such as the agriculture and the industry, trying to overcome the bad infrastructure with innovative ideas. So young people are bouncing back on their feet by looking for opportunities in Lebanon to be part of the change. So although a very pessimistic start in my presentation, we still can see that there is still hope. And this is the most important thing. The COVID situation encouraged them to join or establish associations to support the most vulnerable. So we know that the most targeted people during COVID was elderly and very small people. So youth were able to organize themselves and to provide support to the most vulnerable ones. Today, we can see that many impactful initiatives that were created during the pandemic and following the port explosion are youth-led organizations. So active youth during the pandemic, they realized that the society can count on them. And this is very crucial. So they were the ones taking risk. They were the ones that provided support to people in need. So, and we clearly saw this after the port explosion. The government was absent, and young associations, so like the Scouts, they were there to support people in need. And today, the crisis should be an opportunity for them to shine again. I work for a local organization. Our scope of work is working with agriculture in the agriculture sector, supporting small initiatives, cooperatives, SMEs, individuals, to try to improve their production and sell their products on the local market at least. So I can name a project called GMED, where it's an initiative to connect people in Lebanon with people in Europe and in Tunisia, for example. So this is a very interesting initiative where we can exchange together and see what's happening abroad, but also to get inspired to stay in country. So this is very important. We want to try to fight not only brain drain, but also the drain of technicians in the country. And another one that we're launching in a very critical village in the Bekaa called Arsal, that was hit by security problems, mainly between the army and Daesh a few years ago. We were trying to solve the issue of youth by creating a pool of young people, technicians, who will be able to provide consultancies later on to farmers, and also trying to organize, and I want to focus on the term organize youth to become the ones who will try to sell these products on the local market. And we're also trying to encourage young people in joining agriculture cooperative, food processing cooperative. So we want them to join entities, democratic entities, where their voice will be heard and where they will have the power to make their own decision. So finally, I believe that in Lebanon, and of course, definitely all along the Mediterranean, I believe that by providing us some tools, a network, so I think that FSM is a platform, so some tools
a network, and emotional support, we can transform hope into concrete actions. And this is what we're trying to do. This is what some of us are being able to do, especially in sectors that are underdeveloped. And this is where we can highlight and identify success stories and inspiring stories. Thank you. Merci. Merci Alex, merci beaucoup pour ta présentation. C'est très intéressant de voir justement de partir d'une situation complexe au Liban, d'une situation politique où d'ailleurs tu parles que ces jeunes sont souvent en fait dépolitisés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de confiance en la politique et en les initiatives du pays pour qu'ils soient représentés. Et qu'on parte sur plutôt une situation pessimiste où les gens ont même du mal déjà à pouvoir subvenir à leurs moyens. Donc, pourquoi parler d'éducation et de santé et de droits des jeunes quand tout ça est là, mais qu'au final, ces jeunes, ce sont bien ceux qui sont là pour aider en ce moment, pour aider les populations qui sont à l'initiative de créer des associations, que ce soit en termes d'ONG, d'aide aux personnes, mais aussi dans d'autres secteurs qui sont sous-représentés, comme tu l'as dit, que ce soit au niveau de technique, au niveau agricole, dans des zones qui sont parfois aussi un peu plus reculées et dont on ne parle pas forcément. Donc c'est très intéressant de voir comment tu passes en fait de ce peu d'espoir au final de l'espoir et au final de l'initiative des jeunes, que ce soit en termes de mobilité et en termes d'initiative de eux pour pouvoir croire en leur pays et reconstruire quelque chose dans leur propre pays avant de penser peut-être à partir ailleurs pour aller étudier ou travailler. Merci Alex. Je crois que Fatma n'est toujours pas connectée. Elle a réussi un moment. Si, c'est bon, j'ai réussi. Oui. Parfait, parfait Fatma. Et on voulait ton point de vue rapide parce qu'on est déjà très en retard sur le programme, sur les jeunes et la mobilité en Algérie de ton point de vue et de ton point de vue associatif. Je vais couper la caméra pour ne pas avoir de surprise. D'accord. C'est à la fois un point de vue de mon expérience associative en lien avec une certaine proximité avec aussi bien la FACM que d'un programme qui a touché les 6 pays du sud de la Méditerranée par rapport à la problématique des violences faites aux femmes et aux filles. Et j'aborderai cette question de mobilité des jeunes post-Covid à travers plusieurs points. Je commencerai par quelques éléments qui me permettront de poser le cadre de mon intervention, mais également de démontrer quelles pourraient être les limites. Donc, cette intervention ne s'appuie pas sur une étude approfondie donc, de la mobilité des jeunes en Méditerranée et particulièrement en Algérie ou sur une recherche accomplie. Elle repose sur un ou des constats à partir d'observations averties et appuyées de nos interventions citoyennes et militantes, mais aussi de réflexion sur cette problématique dans le sud de la Méditerranée. Et je commencerai par 2 éléments. Faut-il parler de mobilité au singulier ou faut-il parler de mobilité au pluriel et de jeunes au pluriel? C'est le premier élément. Le second élément, est-ce qu'on peut parler de post-Covid? Effectivement, peut-être qu'en termes sanitaires, on est dans le post-Covid, mais encore, je me pose des questions. Peut-être que les États parlent de post-Covid, ça les intéresse, n'ayant plus politiquement, économiquement et socialement les moyens de pouvoir justement répondre aux besoins des populations, mais aussi peut-être parce qu'ils sont arrivés à leur objectif justement de vraiment fermer les portes aux populations, aussi bien au niveau des frontières que dans cette mobilité de frontière à frontière. Donc, cette question reste posée. Il me semble, en termes procédures, en termes d'accessibilité aux droits, en termes d'effectivité et de redevabilité, les États, ça les arrange de ne pas être dans le post-Covid.
Je vais aborder cette question dans le contexte du sud de la Méditerranée et en m'appuyant sur la situation en Algérie. Et donc, je ne peux pas parler de la mobilité des jeunes, même si le sujet du jour concerne le post-Covid, en ne le mettant pas dans le contexte de notre région, aussi bien par rapport donc à l'attention physique, on va l'ignorer parce qu'elle a l'effet sur la mobilité des jeunes. Quand donc, on t'entend un peu mal, Fatma. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais j'ai senti que c'était un peu entrecoupé. Oui, la Est-ce connexion. que vous m'entendez? Pas très bien. Essaye encore pour voir si maintenant ça va mieux. Il ne faut pas que les gens m'appellent parce que si on m'appelle, ça va couper ma connexion. Oui, c'est bon, là on t'entend bien, Fatma. Vas-y. Ok, très bien. Ok. Donc, je disais que le contexte régional de tension et le contexte particulier par État, donc par rapport aux libertés individuelles et collectives, ne peut pas être donc mis à la marge de cette réflexion sur la mobilité. Et donc, du coup, il est difficile d'identifier les problématiques ou les difficultés spécifiques au post-Covid et ce que ça peut ouvrir comme perspective. Je vais aborder un autre point concernant la question de mobilité. Je voudrais qu'on soit je pense que c'est le moment de définir ce qu'on entend par mobilité. Est-ce que c'est la mobilité physique, donc de pouvoir se déplacer d'un territoire à un autre, aussi bien au niveau local, national qu'international, à travers terre, mer ou air, ou est-ce qu'il s'agit de cette liberté justement de circuler des personnes? Je pense que notre ami de l'Astrud l'a abordé au titre de droits humains fondamentaux. Si on ne l'aborde pas dans ce sens-là, nous allons continuer toujours à nous retrouver devant cette problématique de mobilité, parce que bien des personnes arrivent à détourner les procédures de visa, les surveillances des frontières, les procédures qui sont mises en place, mais une fois arrivés là où ils ont envie d'y être, il y a le problème de l'accès aux droits fondamentaux dans ces territoires, mais surtout une question de dignité de la personne humaine. Alors, je donnerai pour la situation en Algérie, pour voir que ce ne sont pas les procédures ou les conventions binationales ou internationales qui vont bloquer les personnes, parce que les gens circulent en mettant en danger leur vie, notamment les jeunes, mais il ne faut pas stigmatiser les jeunes, parce que maintenant, de plus en plus de données montrent que ce ne sont pas seulement les jeunes qui aspirent à partir ou qui utilisent les moyens les plus dangereux pour leur vie pour quitter leur nation ou leur pays. J'ai pour exemple le témoignage d'un jeune activiste à Marseille qui me dit qu'ils ont créé toute une action spécifique à des personnes de troisième âge et des retraités qui, à la première occasion, ont quitté leur pays pour pouvoir donc se retrouver sur d'autres espaces. Donc, il ne faut vraiment pas stigmatiser les jeunes. Aussi, par rapport au départ des jeunes, au fait, il y a plusieurs catégories par rapport à la mobilité des jeunes. Il y a les jeunes qui donc demandent des visas pour études et qui sont acceptés dans le cadre des migrations choisies et des politiques de bon voisinage de l'Union européenne. Et cette catégorie trouve des facilités à partir, mais rencontre toutes les difficultés une fois qu'elle a accès donc aux pays qui lui semblaient l'Eldorado. Il y a une deuxième catégorie dont je voudrais parler, c'est la catégorie donc toujours dans le cadre des migrations, de la migration choisie et qui font saigner les pays du Sud. Je pense particulièrement aux médecins
qui, dans le cadre justement du Covid, puisque dans les pays du Nord, il y a un problème donc, de cette ressource humaine, un manque de cette ressource humaine, et où les portes sont ouvertes au détriment des pays du Sud. Cette année, rien que pour l'Algérie, on a eu le chiffre de 1200 médecins spécialistes qui ont eu les visas pour aller donc travailler en Outre-mer et particulièrement en France. Il y a une deuxième catégorie, c'est vraiment les personnes ressources à des postes clés qui obtiennent depuis pratiquement 3 ans ce qu'on appelle les visas d'installation et qui généralement ont été identifiés et recrutés par des firmes multinationales dans leur pays du Sud pour être invités à continuer le travail dans les pays du Nord. Et il y a donc d'autres jeunes qui sont défavorisés, donc qui utilisent les moyens de la harga et donc les bateaux de fortune pour risquer leur vie, mais pas seulement individuellement. De plus en plus, on voit que beaucoup de familles, enfants, même des bébés, des nourrissons qui partent avec les parents partent, des jeunes parents partent en famille et donc du coup on voit que cette situation de contrainte à la mobilité, elle a été aggravée par des procédures qui sont devenues encore plus sévères sous prétexte du Covid, sous prétexte de lutte contre la criminalité et notamment la lutte contre le terrorisme dans nos régions. Et enfin, je voudrais donc parler de certains programmes qui ont l'air d'être une solution, proposée comme une solution à la mobilité des jeunes, notamment des programmes Erasmus pour les étudiants à travers l'université, mais qui restent très peu utilisés et ouvrent peu de perspectives aux jeunes, puisque une fois qu'on a décroché la place dans le programme, il faut se débrouiller notamment pour, par exemple, le billet d'avion n'est pas pris en charge. Et il y a aussi des expériences associatives, d'échanges interculturels. Tout à l'heure, il y a eu une proposition de dire que les jeunes du Nord devraient venir au Sud, mais les expériences que nous connaissons, c'est plutôt les jeunes du Sud qui vont vers le Nord et il faudrait que ça soit dans les deux sens pour qu'il y ait un véritable échange et une véritable interculturalité. Et enfin, puisque vous m'avez dit que le temps était consommé, pour conclure, je proposerai donc 3 pistes comme perspective de travail, c'est que nous puissions trouver le cadre dans lequel on peut faire un état des lieux sur les politiques dans la région en matière de mobilité et notamment la politique de bon voisinage et de migration choisie. La deuxième piste, c'est de faire une analyse pratique et critique des pratiques des États et aussi et surtout des organisations qui ont en charge la question de la mobilité et la question de la dignité des migrants et des migrantes, notamment, je cite nominément donc l'OIM, les ACR dans nos États et aussi certains ONG. Et enfin, comme troisième proposition, c'est que nous puissions coproduire en discussion participative de toutes les parties prenantes et de tous les acteurs au niveau de la région du Sud et du Nord. D'ailleurs, cette initiative en est une d'alternative pour la mobilité respectueuse de la dignité des personnes humaines et de leur accès aux droits fondamentaux, de l'effectivité de cet accès et de la redevabilité de nos États. Merci. Merci beaucoup Fatma, merci pour ton intervention et pour poser d'autres notions clés, je pense, sur cette mobilité, ce qu'elle signifie et de mettre vraiment un point à dire l'importance de ce que c'est que la dignité dans cette mobilité pour éviter les injustices, pour éviter une migration qui soit choisie uniquement
par un pays par rapport à une nécessité et non par rapport à une coopération et par rapport à ce que tu as dit, ce qu'on appelle ces conventions de voisinage entre pays pour arriver à une mobilité qui soit plus juste pour tout le monde et plus respectueuse, comme tu l'as dit. Merci. Et I will let talk Francesca, our last participant, to talk about Italia and about her experience of mobility. Please do short because we have not a lot of time, and we are really happy to have you today from Italia. And you are a young student, and you will talk about that. Thank you. Hello everyone, I'm a student, I'm Francesca, and I feel like a younger woman from Mediterranean, thanks to Peripy Association, which gives me the opportunity to get now new culture and new people. Young mobility in Mediterranean after COVID has changed cities around the world. And the modern perspective made by Galler and Vera included the role of heterogeneity in determining macroeconomic activity, and showed that income distribution is an important determinant of growing process and the evolution of per capita income. In particular, Galler and Vera that because previous marks inequality, less impact of human capital formation, and the level of per capita income and which implicated the positive implication of inequality. Have a negative effect, but the very poor economics. It therefore following that young people who invest in their future will tend to have a greater change of improving their current situation as they mobility and have been issues at the socio-psychological level that have dramatically addressed this great young movement to the Mediterranean. 45% of young people state that after the pandemic they want to spend as much time at home as possible. About half of these under 48% have developed some sort of agoraphobia. Then 47 say that they feel fragile, and 32% feel lonely, and share that rises to 39% among the very young. Suffering from anxiety and depression after COVID, it is many as of 37%. Our migration flows of young people to Mediterranean have not stopped even with the COVID and after COVID. On the country economic conditions, which are increasing precarious due to COVID, war and energy crisis, are punishing many young people from the south shore to seek living workspace in the northern shore of the Mediterranean. Added to this climate change, which had made some areas unlivable, and the political situation in country of the south shore, whose government has not addressed the pandemic at all, so much so that of the effects of COVID has been particularly devastating to the economic and social situation of these countries, and the migration flow of young people have increased their lives. What solution? It's difficult to find a solution in such a complex context, but it is pretty useful to propose a reflection and attention to this problem, promote opportunities for discussion among the Mediterranean youth,
and encourage young people to try to solve their work and bring problems in their own countries before make migration decision, which unfortunately turn out to be irresolvable to the social and political economic precarious that does not spare the country on the north shore of the Mediterranean. Thank you. Thank you, Francesca. Merci beaucoup, Francesca. Tu as parlé ici de sujets importants qui sont un peu liés au côté psychologique des jeunes après le Covid. C'est bien parce que tu as parlé de quelque chose un peu de cette différence en fait entre la situation avant le Covid et la situation après le Covid pour les jeunes et en quoi les jeunes se sentent beaucoup plus affectés. Tu as parlé de l'agoraphobie par exemple, de problèmes plus psychologiques qui affectent et qui peuvent affecter sur des envies et sur des possibilités futures. Et également de la politique et sûrement aussi du contexte politique italien complexe en ce moment qui ne facilite pas les initiatives et le futur des jeunes, que ce soit dans le pays et à l'extérieur. Merci beaucoup. Merci à vous tous. On va passer à la partie du débat. Donc, on est heureux que vous soyez là. Les personnes de Nador, surtout, vous êtes plus qu'invités à prendre la parole puisque vous êtes là et vous êtes présents. Si vous avez des questions par rapport à ce thème du webinaire et à toutes ces questions, certaines solutions aussi qu'il y a eu, si vous souhaitez prendre la parole, le micro est à vous. Oui, merci bien. Donc, ici à Nador, on est très, voilà, vous écoutez bien, ici à Nador, on est très content d'être parmi vous dans ce séminaire riche et triomphant et qui porte sur la problématique de la mobilité des jeunes post-Covid. On est encore plus content et plus fier de participer à distance auprès du Cercle de Valence, de Naples, de Tunisie, Oran et de Beyrouth. Mais une fois encore, je remercie tous, mais je dois encore mentionner que à partir de ce débat, on a remarqué une certaine complémentarité entre les divers intervenants de ce séminaire. Donc, chose qui est très importante et qui est positive. Mais je peux revendiquer que la réponse aux problèmes des jeunes doit aussi être au-delà des mouvements gouvernementaux. Mais c'est le moment ou jamais de pouvoir de répondre et d'entendre les propositions du mouvement non gouvernemental, puisqu'ils sont dotés d'une grande dose de neutralité vis-à-vis des problèmes des jeunes issus du nord de la Méditerranée, surtout le nord de l'Afrique, que le problème soit attaché à ce qui est culturel, à ce qui est artistique, notamment tous les problèmes sont presque attachés à ce qui est politique. Et je devrais aussi mentionner qu'Astupide a énormément travaillé sur ce pivot, cet axe. Et on a même partagé l'expérience avec énormément de pays européens, la France, l'Espagne, etc. Et on a même apprécié le travail qu'on a fait durant presque une vingtaine d'années avec le mouvement qui défend la cause de la jeunesse, soit le nord de l'Afrique, ou soit dans l'Europe ou dans le monde entier. Avant de terminer, je devrais donner la parole à M. Aboubakar, qui devrait dire un mot à propos. Merci. Merci. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais répondre un peu à la situation de la jeunesse de l'Oriental. Ici, par rapport à la mobilité, le droit à la mobilité est très confisqué pour nous, les jeunes. Déjà, on a vu les conséquences parce qu'actuellement, après le Covid,
et on voit des jeunes qui sont diplômés, qui ont des projets, qui empruntent la Méditerranée pour partir à mourir à la mer, oui, simplement parce que ils n'ont pas été acceptés dans les ambassades, non simplement les problèmes des rendez-vous causent beaucoup de problèmes. Et ensuite, deuxièmement, aussi au niveau des ambassades, les motifs de refus sont non justifiés, même si la personne peut déposer tous les dossiers demandés, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient aussi un acteur associatif, parce que là, quand on refuse les visas, c'est refuser de partager l'expérience des jeunes dans la Méditerranée. Et quand je parle de partage de l'expérience, imaginez qu'il y a des choses ici, de valeurs ajoutées, des travaux de valeurs ajoutées qu'on fait ici, qu'on peut partager aussi avec les personnes qui se trouvent de l'autre côté de la Méditerranée. Mais si la mobilité, les droits à la mobilité est confisqué et refusé, et de l'autre côté, on promouvoit de faire de respecter les droits humains et on oublie les droits à la mobilité. Les droits des biens sont acceptés, il y a des déplacements de véhicules à la marchandise, mais les personnes qui veulent échanger et partager aussi sont bafoués. Franchement, on a écouté aussi la problématique de certains pays. Nous avons les mêmes problématiques ici parce que qu'est-ce qu'il faut pour renforcer la capacité le droit à la mobilité qui est très important pour éviter aujourd'hui que cette jeunesse qui a une potentiel d'emprunter d'une autre façon pour aller perdre leur vie à la Méditerranée ou partir migrer, aller comme ça, rester dans les rues, etc. Et moi, je pense qu'il faudra aussi travailler, se poser des questions et contacter aussi les personnes sources pour savoir comment résoudre ces problèmes de droit à la mobilité. Merci. Merci beaucoup. Je vais intervenir en anglais, ça c'est pas grave. Donc, hello everyone. Hello, my colleagues from the Mediterranean Youth Council. So I am Marjan Bakhtari, member of the Mediterranean Youth Council and the project manager at ASTICUD. First of all, I apologize because I couldn't be here for the whole webinars because I was in displacement. And yes, I just want to intervene about three essential points about youth mobility. Okay, let's start with the first point is to ensure or to guarantee the access of information, because we know that a lot of young people have a lot to say. They have a lot of creative ideas, but because due to the lack of information, due to the lack of spaces where they can exchange and they can share their ideas and information, it makes them like to face this barrier of not having enough information about certain thematics. And also to ensure or guarantee the social inclusion and gender equality. I can mix like both ideas in one, because when we speak about gender equality, we speak about including all the categories of like whatever their gender is, whatever their orientation is, speaking about origin, speaking about sexual orientation, speaking about language, it doesn't matter. What matters is to contribute for developing a space of interculturality, a space of sharing and creating a constructive dialogue. So yes, these are two main points that I think they englobe the problem of youth mobility nowadays. So yes, thank you so much for your webinar. It was very rich, and yes, that's it. Thank you. Merci Marjane. Merci Marjane. Je ne sais pas si d'autres personnes ont envie de parler. شكرا. كنحيي جمعية تيسغناس وكنحيي جميع الضيوف. انا غنتكلم باللغه العربيه.
حيت واحد اللغه اللي ربما حيت واحد اللغه العربيه اللي ربما اللي كنرتاح فيها ونهضر بها. الا كاين ما كاينش شي مشكل. اولا انا كنتسائل مع ربما مع الضيوف ديالنا، الضيوف الكرام، مع الضيوف الكرام ديالنا كنتسائل معهم، هو ان ربما التدخلات هي تدخلات قيميه وتدخلات اللي هي جميله جدا من الاخوان والاخوات ربما دخلوا. انا كنعتقد بان شخصيا من منظور سوسيولوجي كنعتقد بان التدخلات ديال الاخوان والاخوات هي تدخلات ربما كتوقف في ما يسمى بالحس المشترك في المعتقدات. هناك معتقدات، هناك حس مشترك، لكن نريد احصاءات. انا كنتسائل واش هاد الاخوان هادو عندهم احصاءات، عندهم سونداج، واش عندهم واحد السونداج، واش عندهم واحد الاحصاء ربما. لان علاش غنوقفوا في ما يسمى بالحس المشترك، غنوقفوا في ما يسمى بالمعتقدات، ما غنرتقيوش للمعرفه السوسيولوجيه، المعرفه العلميه، بمعنى ان خصنا انشاء مفهوم دقيق، مفهوم علمي حول ما افرزته الهجره، وحول ما يسمى بالعالم او بالنظام العالمي الجديد ربما اللي تشكل ما وراء كوفيد 19. وبالتالي خصنا واحد اللغه علميه. هذه اللغه العلميه هي لغه رياضيه اللي نبنيو من خلالها. ومن ثم التساؤل الثاني هو ان هذه الهجره ديال الشباب والشابات وربما حتى الناس اللي ساكنين في ضفاف البحر الابيض المتوسط كيفاش كيفكروا الهجره، التمثل ديالهم للهجره. واش الهجره هي غايه ولا وسيله؟ واش هذا الشاب هذا ملي غيهاجر الغايه ديالو انه يهاجر لانه ربما غيبدل المحيط ديالو ومتاثر بالثقافه وباللغه مثلا الفرنسيه ولا الاوروبيه ولا الالمانيه، ولا انه غيهاجر غير كوسيله على اساس انه باش انه يبني المستقبل ديالو، انه تحسن الظروف المعيشيه ديالو ويرجع للبلاد ديالو. وبالتالي حنا خصنا لغه، كنتسائل على لغه الارقام، لغه الاحصاءات، باش نكونوا شويه موضوعيين ونكونوا شويه ربما تكون عندنا واحد الثقافه السوسيولوجيه، يكون عندنا حتى بنك المعلومات، يكون عندنا واحد بنك المعلومات على من خلاله غنبنيو حنا ربما الاعتقاد ديالنا، ولا غنبنيو حنا واحد الرؤيه مشتركه اللي غنفرضوا حنا كمجتمع مدني، وخصوصا حنا في مدينه الناظور اللي هي بوابه اوروبا. والكل عبر التاريخ كانوا يفكر في الهجره، وهذه المنطقه هذه الواقعه على ضفاف البحر الابيض المتوسط. حنا كنعرفوا بان الشباب ديالنا عندهم سمات وعندهم ملامح وعندهم صفات اللي ربما كتشابه مع الاوروبيين، لانهم كتعرفوا تاريخيا البحر الابيض المتوسط وما افرزه من ثقافته. ربما كنعتذر على هذه الاطلاله وشكرا. Merci bien. Je vais réduire l'intervention de cher ami. Tout d'abord, il se demande, après avoir il a essayé tout d'abord de démontrer les points culmineux, les points positifs de toutes les interventions qui étaient données. Donc, il se demande s'il y a d'autres paramètres, à part les paramètres de croyances et d'expériences individuelles ou communicatives. Ça veut dire qu'il y a d'autres paramètres sociologiques, par exemple, qui peuvent donner des chiffres précis et qui peuvent refléter la réalité de toute mobilité qui se doit donner. Donc, est-ce qu'il y a une approche purement sociologique qui peut aider à démembrer les raisons, bien je ne sais pas, qui devrait donner une justification pour toutes sortes de mobilités. Lorsqu'on dit sociologique, c'est déjà empirique. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ces apportations. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions, d'autres remarques, d'autres commentaires, veut rebondir sur quelque chose qui a été dit? If some people have some questions, some comments, that's the end of the webinar. On va bientôt terminer. So, as you want, that's your last chance. Juste, Marine? Oui. Si je peux rebondir à l'approche de chiffres et de statistiques,
En fait, ça fait partie de la discrimination européenne, si on peut dire, parce qu'avant, les ambassades, ils ne donnaient pas vraiment le taux de refus ou bien ils ne donnent pas la date limite ou le nombre limite qu'après, ils vont refuser les visas. C'est automatique, ça ne dépend pas des dossiers. Par exemple, dernièrement, la France, on a su que le taux de refus, c'était de 70%. 60 à 70%, et après les 30% qui ont été acceptés, c'est juste à travers peut-être l'estimation d'argent qui était versée vers les caisses de consulat français en Tunisie, qu'on a su que c'était 30% des visas pour l'année, je pense, 2021, qu'on a compris que c'était 30%, et je pense que c'est ce manque peut-être de données et qu'on est en train de parler juste des connaissances collectives, etc., c'est parce qu'on n'a pas vraiment accès à des chiffres précises. On ne veut pas le dire parce qu'on veut gagner plus d'argent. Quand on refuse 60% ou 70% de visas, c'est quand même une source d'argent. Et donc, on n'a pas intérêt à donner des statistiques à chaque fois, à part que même sur Statistica, où on a accès, puisque c'est une plateforme internationale, on va trouver peut-être l'argent versé vers les bureaux de services de visa seulement. Je pense que c'est pour cela, en termes de mobilité, si on parle plutôt d'une connaissance collective que de méthodes scientifiques et statistiques. Ouais. Je suis d'accord. Est-ce que je peux intervenir? Bien sûr, Fatma. Oui, c'est toujours par rapport à la question des statistiques. D'abord, une petite remarque, les chiffres, on peut leur faire dire une chose et son contraire. Donc, ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, je pense qu'il y a deux façons d'aborder la problématique. Soit on l'aborde de manière qualitative et notamment pour problématiser la question pour nous, parce que maintenant, on ne fait que suivre les visions et les problématiques qui sont posées justement par ceux qui détiennent les chiffres. Et par conséquent, peut-être que le deuxième moment, moi je l'ai dit dans une de mes pistes de réflexion et de proposition, c'est de faire l'état des lieux de la question. Et aussi, un dernier élément par rapport aux statistiques, au fait, on peut avoir les statistiques des ambassades, on peut avoir des statistiques de l'Union européenne, on peut avoir... Mais est-ce qu'on peut obtenir les vrais chiffres d'un phénomène qui est clandestin, qui échappe, qui est d'abord vécu comme étant une situation à la marge, mais aussi qui échappe à des outils de quantification et d'analyse. Et justement, je pense que cette rencontre aujourd'hui nous permet justement ensemble de voir comment nous pouvons aller vers une démarche commune pour cerner collectivement cette question. Merci. Merci beaucoup, Fatma. Je pense que c'est bien de terminer là-dessus sur cette démarche commune de compréhension, de la situation des jeunes, de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils souhaitent, de quels sont leurs droits, et à partir de cela, créer un environnement plus propice pour tous et commun par rapport à leur choix et leurs droits là-dessus. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou bien nous fermons ce webinaire très riche avec beaucoup d'informations, beaucoup de présentations différentes et de contextes. C'était en tout cas un plaisir pour moi de vous entendre tous, d'où vous êtes. Merci beaucoup à l'équipe de Nador, à Sticut pour votre présence et votre disponibilité. C'est un plaisir de vous voir tous réunis. Dites-moi si quelqu'un veut ajouter quelque chose, un petit mot de la fin. Vous êtes les bienvenus avant qu'on se dise au revoir collectivement. Je veux seulement remercier tous pour la qualité des interventions, très intéressantes et qui nous font réfléchir. Donc, il faut quand même continuer
dans cette réflexion et dans les activités qu'on peut en sortir. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Moi aussi, si vous me permettez, je vais dire la même chose. Je vous remercie parce que c'est vraiment une initiative très importante, c'est riche. C'est à travers ces plateformes qu'on pourra faire des propositions, des suggestions. On a entendu différentes opinions, différents avis, mais c'est riche. Franchement, c'est riche. Et merci c'est l'initiation d'une réflexion et d'un échange qu'on doit pérenniser. Voilà, c'est pourquoi pas, c'est une initiative qu'on pourra pérenniser à travers différents outils. Merci encore une fois. Thank you. He says that this is a good initiative and it has to follow and to build. So yes, I think it's a really good point to speak about youth people, to be strong. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup à tous. Thank you very much. J'espère on peut se retrouver en personne. Oui, ce serait bien. Je vous laisse le lien de Facebook du MedAction. Si vous voulez suivre les autres webinaires, les MedTalks, il y a beaucoup d'actions qui sont en cours, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à suivre sur Facebook les prochaines activités jusqu'à dimanche. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci Au revoir, beaucoup. tout le monde. Au revoir.